Le capitalisme prône la rapidité. Pourquoi? Parce que faut être rentable, faut être productif. Et donc faut être rapide. Notre société, elle est capitaliste, hein, ça tout le monde le sait. Et la lenteur, ça permet la qualité. En fait, quand on ralentit, on perçoit plus de choses, on a le temps d'apprendre, on a le temps d'analyser, on a le temps d'observer et on a surtout le temps de réfléchir. Et ça, c'est pas ce que veut le capitalisme du coup. J'en ai rien à secouer, je suis anarchiste et je voudrais foutre en l'air toute la société capitaliste. La vie actuelle, c'est aux antipodes totales du capitalisme et donc de la société. On peut dire que c'est un suicide social, clairement, de vivre en vélo roulotte. Suicide social parce que on n'est plus du tout au même rythme que les autres. Pourtant, on a tout ce qu'il nous faut pour vivre, tout ce qu'il nous faut pour être heureux. Mais il y a vraiment personne qui vit à ce rythme. Peut-être on est allé, peut-être 20 à tout péter qui vivent en vélo roulotte en France. Hein. Ils peuvent être aux quatre coins de la France, donc avant de les retrouver, ça peut mettre du temps. Pour moi, je trouve le mode de vie en vélo roulotte quasi parfait, quoi. Mis à part ce problème de suicide social, parce que on arrive à un paradoxe. Même si j'aime la solitude et qu'on voyage à deux, on a besoin de contacts sociaux, nous les êtres humains, hein, parce qu'on est des animaux sociaux, on est des mammifères, on est des primates. À première vue, c'est pas ce qui manque en vélo roulotte, les contacts sociaux, parce qu'il y a des curieux partout et du coup, il y a tout le monde qui vient te parler. Le problème, c'est que les gens te posent toujours les mêmes questions. Combien ça pèse? Comment vous faites pour tirer ça? Il y a un moteur? Bref, toujours les mêmes questions. Ce que je peux comprendre, hein, moi je me suis posé les mêmes questions quand j'ai voulu construire la vélo roulotte. Le truc, c'est que répondre toujours aux mêmes questions en boucle, ça peut rendre un peu fou en fait. On peut pas considérer ça comme des rapports de voisinage ou de famille ou d'amis. C'est toujours des nouvelles personnes, mais les mêmes questions. Au lieu d'avoir les mêmes personnes avec différents débats. Et ça va pas. La solution pour les deux problèmes, c'est que si on était peut-être 5 ou 6 à vraiment bien s'entendre sur la même longueur d'onde en vélo roulotte, ou même juste en vélo avec une tente, ça serait vachement cool parce que ça serait un peu une micro-contre-société, un peu comme ce que j'ai pu vivre dans les ZAD ou en camion. Parce qu'en camion, moi, j'ai jamais eu l'impression d'être dans un suicide social. C'était un peu la marginalité, oui, mais une marginalité où il y a plein de personnes, plein de trucs à découvrir. Plein de débats possibles, plein de rencontres, c'était génial. Si on était plusieurs et qu'on pourrait débattre ensemble, là ça serait intéressant. Et ça aiderait au deuxième problème, c'est que vu qu'on attire toujours les curieux, on serait plusieurs à leur répondre en fait. Moi lundi je vais avoir envie de répondre, peut-être que mardi ça va être mon pote, etc. etc. Et peut-être que du coup ça serait plus agréable de répondre aux gens, moins lourd, moins toujours pareil. Alors là, je sais pas si on va se rendre compte, mais une sacrée grosse pente. Allez, ça va être marrant. Il y a Tony qui a eu de l'élan à peu près jusque avant de se mettre sur le côté, quoi. Donc c'est vraiment pas beaucoup d'élan. Là, je pense qu'il fait une petite pause. Et moi, je pense que je vais aussi m'arrêter au milieu parce que j'aimerais bien la mesurer en fait, voir c'est du combien de pourcents pour me donner un peu une idée de l'effort que ça demande. Ouais. Après c'est tranquille, il n'y a personne, on n'est pas pressé, on a un système d'anti-recul. Normalement ça le fait. Mais c'est sûr que c'est lent, hein. Là on est presque plus lent qu'un piéton, on est vitesse pépé quoi, papy mamie. Alors je viens de mesurer, c'est du 7% là, la pente là. 7%, donc c'est assez courant, les petites routes de campagne 7%. Et là il y a même du 9 là quand je vais remonter. Mais ça c'est 7. 7 normalement. Normalement c'est ok. Allez, c'est parti. Bon voilà, hein, ça mouline. Ça va tout doucement. Mais ça monte. On est presque en haut. Tranquillement. Ils sont toutes jeunes. Et à chaque fois qu'on passe devant des vaches ou des chevaux, elles viennent nous voir, elles sont curieuses. Celle-là, elle est marrante. Et après la montée, on en a une deuxième. Je me demande si elle est pas pire celle-là. Je viens de voir une fourmi traverser la route et une libellule, plein de papillons. Et oui, parce que quand on va à 6 km/h, on voit vraiment tout. Alors vous allez trouver ça hyper lent, 6 km/h. Pourtant, 6 km/h, c'est la vitesse d'un être humain quand il marche en fait. Notre cerveau, il est fait pour aller à cette vitesse.
il est fait pour analyser à cette vitesse, il est fait pour voyager à cette vitesse. Et du coup, en fait, c'est pas lent, c'est notre vitesse de base. C'est ça qui est marrant. Encore un truc incroyable que je peux voir juste parce que je vais tout doucement. Regardez! Elle est plus grande que mon petit doigt. Elle est même plus grande que mon plus grand doigt. Oh, trop ouf! Alors pareil, mon petit cousin, si tu sais ce que c'est, je t'enverrai une photo. On va voir s'il arrive à trouver la chenille de quel papillon. Incroyable! Bon, je viens d'aller remettre la chenille dans l'herbe sur le côté. Bah, d'habitude, j'essaie de pas trop impacter la nature ou d'aider les animaux s'ils sont dans leur milieu. Mais là, elle était sur la route, la pauvre. Donc la route, c'est notre connerie à nous d'être humains. Donc quand je vois un animal en galère sur la route, même un insecte en général, je m'arrête et je le remets dans le coin d'herbe, quoi. Voilà. Bon, là, on vient de faire 17 km et demi. Alors que j'ai même pas mangé ce matin. Hein. Et bon, ça passe crème. Là, on s'arrête à un cimetière. On voit j'avais quand même vu qu'il y avait du vent et tout. Tony vérifie, paf, orage à 17h. On voit, il y a un petit endroit hyper discret en face du cimetière. On se dit, c'est bon, on jumelle là. Et vu que le sol est plat, on a jumelé en moins de 5 minutes. Les 2 roulottes étaient jumelées. Et là, super bien étanche. Donc ça veut dire qu'on met moins de temps à jumeler une roulotte qu'à monter notre tente hyper rapide à monter là. C'est vraiment super cool. Donc pour ceux qui pensent que c'est un peu galère de jumeler même sous la pluie, bah là franchement en même pas 5 minutes elles étaient jumelées, étanches et tout. Après c'est sûr que quand on est sur un sol un peu meuble, genre en forêt comme hier, comme avant hier, là on a plutôt mis 15 minutes à jumeler. Mais quand le sol il est plat et en bitume, franchement c'est moins de 5 minutes. Franchement c'est super rapide. Après ce jumelage express, on va se manger des petites châtaignes. Là vous voyez, je dois avoir 2,5 kg de châtaignes sauvages, des noix, farine de blanc, farine de châtaigne. Tout ça fait maison. Mais là c'est du coup on va mettre un petit peu de châtaigne à tremper et des champignons. Alors ceux-là c'est des bolets baies séchés, champignons très courants. Et là il y en a assez hein, pour donner un bon petit goût. Et on va faire cuire ça avec le lait pour bébé. C'est vraiment comme de la crème fraîche déshydratée. Et Tony avait envie de pâtes, donc on va rajouter un petit peu de pâtes. Petit repas, et moi c'est mon premier repas de la journée. Hein. Alors on a des œufs, les petites trucs d'ortie là, que j'avais fait pour la route, qu'on ne s'est même pas fait de pause. Et là c'est pâtes châtaigne, champignons à la crème. Champignons et châtaigne sauvage. On aurait pu faire juste champignons châtaigne, mais Tony avait absolument envie de pâtes. Donc, pourquoi se priver? Pâte aux châtaignes champignons. Et les petites croquettes d'ortie grillées d'hier. Faut les réchauffer. On va se péter le bide. Miam miam. Ceci est de la farine de gland détanifiée. Et je vais faire des crêpes farine de gland avec ça là, le pollen de noisetier, chaton de noisetier. Des graines de plantain et d'ortie aussi, mais principalement ça. Alors j'en mets très peu parce qu'en fait, contrairement à la farine de blé, ça prend beaucoup de volume, à peu près 2-3 fois plus que la farine de blé. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, c'est hyper pratique parce qu'avec ça, c'est comme si on avait 3 fois ça en farine de blé, c'est trop bien. Et un œuf parce que on a encore des œufs, donc c'est cool. Non. Oh la belle crêpe à la farine de gland sauvage, miam miam miam. Farine de gland, graines d'ortie. Ça va être très bon ça, très bon. Petite galette partie. Ouais, Toto il tartine au chocolat. Alors on mange des plantes sauvages de haute qualité pour que tu nous tartines ta merde dessus. En plus on dirait vraiment de la merde. J'ai une belle cuisine. Kiff du matin, c'est de prendre un petit chapati de gland de la veille, la petite crêpe farine de gland et noisetier, et mettre des petites noix sauvages après avoir fait un petit lit de miel. Ouah, dinguerie, pépite, full énergie. Et après, on met les voiles. Qu'est-ce qu'il faut de plus dans la vie? Bien manger, bien dormir, pouvoir se laver. T'en penses quoi, Tony? Que j'ai mis une ronde pour la fenêtre.
C'est ce que t'as dit dans ton... Non mais il y a besoin de rien d'autre, on est trop bien là, on comble tout. Réveillé par les oiseaux comme d'hab. On mange des trucs quasi que sauvages. Tony un peu moins. Trop bien. On a énormément qui me demandent où est-ce que je vais aux toilettes. Ou qui demandent aux gens qui vivent comme ça où ils vont aux toilettes. Mais en fait, moi, je préfère aller faire mes besoins dans la forêt. C'est vraiment bizarre parce que on me demande ça souvent, ça revient souvent. Et moi, je trouve que les toilettes, en fait, c'est un endroit très crade. En plus, en général, on chie dans l'eau potable, quoi. Enfin, c'est dégueulasse. Alors que dans une forêt, voilà, tu creuses un trou, t'es bien, c'est propre et t'enterres ton truc. Ce que la nature t'a donné, tu le manges et puis tu le rends en fait. Enfin, je sais pas, ça me paraît assez logique, mais c'est peut-être parce que j'ai toujours fait ça depuis que je suis petite. On vient de passer ce pont, tranquillou. Et là, il y a ma roulotte. Et en fait, au-dessus, il y a un robinier faux acacia. Et c'est le printemps, ils sont en fleurs. Et donc, je me fais une petite récolte. Voilà, des belles fleurs. Ça sent trop bon. Ça en beignet, en infus. C'est vraiment trop bon. Ça a vraiment un petit goût sucré. D'ailleurs, les abeilles adorent. J'arrête pas d'entendre les bourdons. Je sais pas si on entendra. Il y a plein de bourdons d'abeilles et tout dedans. Trop cool. On va prendre un petit paquet. Alors à pas confondre si vous voulez exactement la même chose mais en jaune. C'est une plante qui est mortelle. Donc faut prendre bien quand c'est blanc. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui, quand ils nous voient, vu qu'on est très lent, ils ont le temps de nous parler et souvent ils nous disent bon courage. Et c'est un peu bizarre parce que moi j'ai pas l'impression d'utiliser du courage. J'ai juste l'impression de faire ce qu'il faut que je fasse pour être bien, quoi. Et pas plus et pas moins. Et voilà, on rejoint le canal Nantes-Brest. Là-bas il y a Tony. Ah, il y a des gens qui se sont arrêtés. Bon, on va juste prendre la fin de ce canal et ensuite on va suivre la Loire à vélo. Je crois que Tony est en train d'aider des gens à réparer un vélo. L'autre fois on l'avait pris dans cette direction pour faire une sorte de petit tour du Morbihan et cette fois on va le prendre dans l'autre direction. Donc à partir de maintenant on sera sur des routes inconnues et ça c'est trop cool. Ah, le temps que j'arrive, Tony a regonflé les pneus de la petite dame là. C'est dégonflé quand même. C'est toi qui lui as dit que c'était dégonflé? Non, ça elle m'a demandé. Et voilà le petit canal. Ouah, bah moi j'ai bien fait de prendre mon petit packraft, hein, mon petit bateau gonflable. Là c'est le kiff. En plus j'ai mon petit harmonica. Et Tony va passer sous le petit pont. Là vous voyez ça passe super bien. Et là juste à côté de moi il y a une plante assez intéressante qui a servi de substitut d'opium. C'est la laitue vireuse. Ah voilà ça passe large. Elle est juste là la laitue vireuse. Je vais essayer de m'approcher. Hop. Regardez cette plante. C'est la famille des laitues. Et on peut la fumer les feuilles séchées, mais on peut surtout fumer le latex quand on la blesse. Il y a un peu de latex qui sort. Hop là, je suis un peu penchée sur le trike. Vous voyez ce blanc là? Et ben si on le récupère, qu'on le fait sécher, qu'on fume, ça donne très mal au crâne. Et ça endort un peu, c'est calmant. C'est puissant. Moi je trouve ça dégueu à fumer, mais il y a des zadistes qui le font et c'est gratuit. Il y en a partout de laitue vireuse, j'en ai même trouvé sur le périph' à Paname. Oui, c'était quand même très étroit, mais ça passe. Ça passe, ça passe. 1 mètre de large. Oh. Regardez le cormoran. Un cormoran alors qu'on n'est même pas au bord de la mer. Il peut nager sous l'eau super longtemps. Ouais, Tony l'a pas vu, c'est dommage. Là, il a un peu peur de moi. Il était tout près, il était juste là. Et là, le canal, il est super large. Ça fait vachement plus sauvage qu'au début. C'est vraiment cool. Là, je me suis arrêtée. Il y a Tony qui est tout là-bas, le petit point blanc. Et en fait, je me suis arrêtée pour cueillir cette plante. C'est la consoude. Et la consoude, comme son nom l'indique, ça consolide. Ça consoude quoi. Ça consoude surtout les articulations, la peau, c'est super efficace. C'est une plante qui autrefois a été mangée, mais les scientifiques ont trouvé une substance qui serait toxique pour le foie. Bon, alors
Là, si on en mange comme ça, elle serait pas mortelle, mais apparemment, il vaut mieux éviter de la manger. Par contre, c'est la plante la plus puissante que je connaisse niveau médicinal. C'est cette plante-là qui nous a permis de faire le tour d'Europe à vélo, clairement, parce que... alors moi, j'ai un cousin qui est herboriste, et il fabrique un baume de consoude ultra efficace, et on s'en est mis à chaque fois qu'on avait mal aux genoux, et ça nous a littéralement sauvé les genoux. C'est impressionnant, le lendemain, on n'avait plus mal. Et ça a été prouvé par la science que c'est hyper efficace la consoude pour réparer tout ce qui est os, articulation, peau. Enfin, c'est vraiment super puissant. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à vous renseigner dessus. Et on peut aussi faire des petits cataplasmes. Voilà, ça nous évite d'utiliser le baume du cousin. Donc là, j'en cueille un petit peu. Voilà. Après, je vais rejoindre Tony parce qu'il m'attend quand même tout là-bas. Là. J'ai oublié de vous expliquer comment la reconnaître. Un des critères les plus simples, déjà, c'est qu'elle se colle partout. Elle se colle que d'un côté par contre. Si je la mets de ce côté-là, le côté du dessous, il colle bien. Alors que le côté du dessus, bah voilà, elle s'est envolée. Ça marche pas. Donc voilà, ça en plus de la forme de la feuille, bon bah ça vous avez vu, c'est lancéolé, hein, comme le plantain lancéolé. Et du coup c'est très poilu des deux côtés, sauf que le côté du dessous fait comme un scratch d'ailleurs. Quand on le met au vêtement et qu'on l'enlève, bon, ça fait vraiment un bruit de scratch. Sinon les fleurs elles sont assez particulières, elles retombent un petit peu, je vous mettrai une photo. Et elles sont pas forcément blanches, il peut y avoir d'autres couleurs. Oh regardez cet oiseau, je sais pas si on verra. Regardez ce que je viens de trouver juste à côté du chemin de l'ail des vignes. Nickel. Hop là. Ça peut remplacer la ciboulette avec sa petite section creuse. Ça sent trop trop bon. Bon alors là, vu qu'elle est au long du chemin, il faudra bien la cuire. Hop. Petite pâte de sarrasin aux orties, cueillie juste là-bas. Avec des œufs. Et des noix. Oh, j'ai trop faim. C'est l'orage, on est bien ici. Hein. Dans le lit, grosse grasse mat aujourd'hui. Ah, ça fait boum. Voilà. Tout à l'heure, on voyait des vélos passer là, tout léger, tout rapide. Bah, je peux vous dire que c'est pour les jours comme ça qu'on kiffe tirer 100 kg au cul. Parce que là, c'est journée chill. Ah, ça se rapproche. Eux, ils se sont pris l'orage pendant 1 heure en voyage vélo. Et c'est pas fini. Et nous on est yimbe. Hein? Là, on est bien. Je vais aller me faire un petit café, une petite toilette, tranquillou. Pépouze. Alors ce matin, il y a eu un orage. Et moi, j'en ai profité pour faire le tout premier montage vélo roulotte, là, la mise en ligne et tout. Répondre à vos commentaires. Là, je me fais un petit thé. Ça, c'est l'ail des vignes que j'ai cueilli hier. Là, j'ai nettoyé, j'ai enlevé les feuilles sales. Et j'avais aussi, j'ai pas filmé, mais j'avais aussi ramassé des pousses de bambou. Alors les pousses de bambou, c'est carrément la saison, là, début mai. Ça ressemble à ça. C'est très bon, c'est toxique cru, mais c'est très bon cuit. Faut l'éplucher, faut pas prendre le haut, parce que le haut il est fibreux, là ça va être que des feuilles, ça va être dégueulasse. Et le bas, quand ça se coupe pas, c'est que c'est pas bon non plus. Des grosses rafales de vent, et comme vous voyez, la roulotte ne bouge pas d'un poil. Si elles étaient pas jumelées, ça bougerait, mais jumelées, ça bouge vraiment pas. Pour être sûr qu'il est bon et qu'il va pas être fibreux, il faut que ça casse ou que ça se coupe hyper facilement. Là ça se casse, c'est bien. S'il y a des petites feuilles, c'est pas bon. Là c'est bon, ça se casse bien, ça va être croquant. Faut pas hésiter à enlever une grosse partie parce que sinon c'est trop fibreux, c'est pas bon du tout à manger. Donc sur un truc comme ça, on obtient à peu près ça, c'est pas grand chose, mais c'est vrai que je les ai ramassés en fin de journée. Mais là je pense que je me ferai des vrais plats à base de bambou les prochains jours. C'est juste que là j'ai la flemme d'aller en chercher parce qu'il pleut de fou dehors. Ça se voit pas trop, mais parfois il y a des grosses averses. Mais voilà, vu que je les ai cueillis hier, je vais quand même les mettre dans le plat du jour. Si j'avais plus de bambou, ça pourrait carrément remplacer le riz, mais bon, là j'en ai pas. Alors, j'ai fait blanchir mes petits bambous. Vous voyez, il pleut, mais vu que les fenêtres sont fichues comme ça, bah la pluie rentre pas. C'est pratique parce que ça permet de virer l'humidité.
L'humidité, plus grand ennemi quand on vit comme ça en camion, en tente et tout. C'est plus chiant l'humidité que le froid en fait. Tout le monde croit qu'on a froid, mais c'est l'humidité qui donne froid. On peut mourir d'hypothermie à partir de 13 degrés. Il suffit juste que ce soit humide en fait. Donc 13 degrés, ça arrive souvent. Donc il faut vraiment virer cette humidité. Bref, oui, ça c'est les bambous qui ont blanchi 5 minutes. 5 minutes seulement parce qu'ils sont coupés en tout petits bouts. Et ensuite je vais les faire revenir avec voilà, l'ail des vignes. L'ail des vignes c'est vraiment entre la ciboulette et des oignons nouveaux. Là je l'ai haché en petits morceaux. Tout frais d'hier. Et le bambou aussi. Pour le bambou il n'y a vraiment rien, c'est un peu ridicule mais c'est pas grave. Et puis l'eau du coup va me servir à faire la vaisselle là, du café de ce matin. Voilà l'huile qui frétille. Bon c'est parce qu'il restait un peu d'eau. On va balancer les petits trucs de bambou dedans. Alors là il y a intérêt à ouvrir parce que l'huile qui frétille. Et on va rajouter, voilà. Et on va remuer. Bon, j'ai mis de l'huile d'olive hein, du coup. Donc, en attendant, on se boit un petit thé à la menthe sauvage. Ça, c'est important, ça permet de se réhydrater. Ça pousse à la réhydratation. Et en plus, le fait de boire avec des petites feuilles infusées, ça met plein de petits minéraux. Pile ce qu'il faut quand on transpire à vélo. Alors, j'ai rajouté un petit peu d'eau une fois que ça a bien grillé. Je laisse un petit peu mijoter. Et là, je vais rajouter la gratte-loupe tourou-tourou. C'est une algue rouge originaire du Pacifique qui a envahi les côtes bretonnes, mais qui est très bonne à manger. Elle est très très fine, on voit à travers. Et c'est super simple à faire sécher les algues parce qu'en fait, elles sont recouvertes d'eau de mer, donc c'est salé quand on les fait sécher. Le sel est bien à l'extérieur, pas dans l'algue. Hein. Donc là c'est cool parce qu'on a du vrai sel marin posé dessus. Donc là je vais la hacher en petits morceaux. C'est une algue qui sert d'épaississant et qui a aussi un goût umami. Alors pas quand on la mange fraîche, mais quand on la fait sécher, elle développe ce goût umami, le même goût que les champignons séchés. Le fameux goût hyper addictif qu'on met... je vais régler le feu. Le goût addictif qu'on met dans les petites nouilles chinoises là-bas, c'est ce goût là, c'est le goût umami. Voilà, donc je vais hacher ça avec mes ciseaux et je vais en mettre un petit peu, pas beaucoup dedans. Ça rajoutera un petit goût viande séchée sans viande. Donc pour l'instant, à part l'huile d'olive, c'est du full sauvage. Et puis on va mettre du riz hein, parce qu'on est deux. Mais sinon, voilà, toute la sauce là, ça va être full sauvage. Ça pourrait être très bon en omelette aussi. Ça. Là, j'y rajoute de l'eau direct. J'aurais pu me laisser à part, mais vu qu'on économise un peu l'eau de vaisselle. Et après, je vais faire cuire le riz direct dedans. Riz lentille parce que les protéines du riz et celles de la lentille permettent d'avoir tous les acides aminés pour que ce soit complet pour le corps humain. Le principe des dalles indiens, hein, les Indiens ils sont végétariens depuis très longtemps, ils ont bien compris comment on mélangeait les protéines de manière assez intuitive d'ailleurs. C'est rigolo, ils font ça depuis très longtemps. Je suis pas végétarienne, hein, mais ça m'empêche pas de cuisiner très souvent végétarien, parce que déjà c'est super bon, parce que ça coûte moins cher, parce que je ne chasse pas donc plus souvent j'ai des plantes. Mais je sais très bien aussi cuisiner le gibier. Hein. Quand je suis sur une ZAD et qu'il y a un chien qui bouffe un canard, une oie, une poule, souvent c'est moi qui vide la bestiole et qui la cuisine en fait. Hein. Contrairement aux pâtes, ce qui est bien avec le riz et les lentilles, c'est qu'on peut les mettre direct quand l'eau est encore froide. Alors si vous faites ça avec des pâtes, ça va être dégueulasse. J'imagine que tout le monde a déjà essayé quand il était étudiant. Mais avec le riz ça marche très bien et j'ai l'impression que ça gagne un peu de temps de cuisson. Alors je suis pas sûre mais... Et voilà, il n'y a plus qu'à attendre avec un couvercle. On économise l'énergie de Monsieur Poutine. Je vais en profiter pour vous montrer le système de gaz en espérant que la pluie ne fait pas trop de bruit. Voilà, tout simplement, il y a un trou, il y a une petite tôle d'emballage de gâteau et c'est des bouteilles camping-gaz. Pourquoi c'est des mini camping-gaz ? Tout simplement parce que moi, j'aime pas acheter du gaz et fournir de l'argent à notre cher Poutine. D'ailleurs, Poutine, quand on était en Norvège, son nom en norvégien et dans tous les pays, en Italie et tout, ça s'écrit putain. Oui, je vous jure, ça s'écrit putain à l'étranger. Bref, donc ce gaz, je l'achète sur le Bon Coin. L'autre fois, j'ai fait une affaire pour 10 €, j'avais genre une vingtaine de bouteilles pleines. Parce qu'en fait, les gens n'utilisent plus ces réchauds-là, parce qu'ils sont un peu vintage, un peu trop lourds. Et du coup, je peux acheter du gaz d'occasion. Et oui, ça c'est trop bien. À ce stade-là, il n'y a presque plus d'eau. Ça va finir d'absorber l'eau. Je sais que c'est pas terrible de pas rincer le riz, hein, mais bon,
je prends soin de ma santé autrement. Disons ça comme ça. Et ouais, on n'a pas beaucoup d'eau, donc on essaye de ne pas en mettre trop et d'en mettre pile poil ce qu'il faut. Parce que l'eau c'est lourd. Et là on peut laisser cuire. Je vais remettre le couvercle, je vais emballer dans une grosse serviette. Ça va faire cuisson norvégienne, je crois que c'est comme ça qu'on dit, un cuiseur norvégien pour économiser l'énergie. Je rajoute juste un peu d'huile d'olive après la cuisson, parce que comme ça elle garde un peu toutes ses propriétés. Le bon petit plat qui a fini de cuire, tranquillou, sans poutine. Miam miam. On va se régaler. Ça sent bon, hein. On va rajouter des petites noix dessus, ça va être parfait. Je viens de voir un petit poisson sauté. C'était trop bon. Et un petit rayon de soleil, du coup on fait un petit courant d'air. Parce que dès qu'il y a du soleil, en fait, toute l'humidité ambiante qui est absorbée par le liège ressort du liège. Et du coup c'est à ce moment-là, il faut faire le courant d'air, comme ça toute l'humidité se barre. Et on n'a plus de problème d'humidité. Et quand il n'y a pas d'humidité, on se réchauffe extrêmement vite. Quand il pleut, en plus qu'il n'y ait pas trop de personnes qui passent autour, en se demandant ce que c'est, bah c'est qu'on a aussi une plus grande autonomie. Parce que regardez, on a récupéré tout ça de pluie. Et encore, c'est pas très optimisé, hein, si on foutait une gouttière. Bon, ça peut servir à se laver les pieds ou faire la vaisselle. Donc, après une journée off à cause de l'orage, il y a eu un orage dans la matinée d'hier, assez long jusqu'à peut-être 14-15 heures. En fait, quand il y a un orage, on s'emmerde pas, hein. On arrête juste de rouler et on se pose la journée tranquillement. Et on regarde les voyageurs vélos qui sont juste avec des tentes passées en se disant putain, on est bien quand même. On verra rien, mais la petite tache blanche dans l'arbre, c'est un héron. Et là, il y a Tony qui s'est arrêté pour l'observer avec ses jumelles. Il a trouvé une super paire de jumelles à 2 € sur une brocante. Donc la seule chose qui pourrait t'empêcher en fait d'apprendre toutes ces plantes, c'est la peur. Bah, c'est un truc qui est pour te protéger en fait, parce que tu peux très bien mourir en mangeant des plantes sauvages si tu fais n'importe quoi. Donc c'est plutôt positif d'avoir peur, d'avoir du doute. Moi je pense que ça m'aide beaucoup. Et le deuxième truc qui pourrait te manquer en fait, c'est tout simplement du temps. Bah on en revient au début de cette vidéo, hein. J'utilise pas du courage, j'utilise juste du temps. Et pour apprendre les plantes, c'est exactement pareil, j'utilise du temps. Et ce temps, bah, comment ça se fait que j'en ai autant? Bah, c'est juste parce que je travaille pas en fait. Après, ma vision du travail, je vais peut-être pas l'étaler sur les réseaux parce qu'elle est peut-être un petit peu extrême, en tout cas pour la société moderne. Mais pour moi, c'est clairement du vol collectif de temps, quoi. En fait, il y a un truc qui nous vole notre temps, qui nous vole notre existence en fait, et qui s'appelle le travail. Alors, bon, je vais pas débattre des heures dessus, mais il faudrait définir exactement ce qu'on entend par travail. Tout le monde a une définition différente et ça peut vite partir en couille le débat. Ouais, si on ne travaille pas, en fait, on se rend compte qu'on a énormément de temps pour apprendre. Et apprendre, c'est la chose pour laquelle on est fait. Je vais filmer comme ça un petit peu, ça changera. On est fait pour apprendre tous les jours. On est jusqu'à l'âge de 0 ou 3 ans, 4 ans, on est en train de découvrir le monde avec nos 5 sens. On fait que bouger, on sent, on met tout dans la bouche, on utilise nos 5 sens en fait. On traite les gosses de dégueulasses parce qu'ils mettent tout dans leur bouche, mais ils utilisent juste le sens du toucher et du goût pour analyser leur environnement. Donc moi en fait je continue à vivre comme un enfant de 3 ans et demi. Et voilà, je goûte des plantes, je touche des plantes, je marche pieds nus, j'ai jamais perdu cette envie d'apprendre. Et aujourd'hui, quand on dit apprendre, il y a plein de gens qui sont répulsés par juste le mot apprendre, quoi. Je sais pas ce que l'école, le système éducatif, en tout cas en France, fait aux enfants, mais il les dégoûte. Il les dégoûte de l'apprentissage. Oh, trop stylé, c'est de la lierre. Alors ça, les amis, ça c'est une petite plante. La plante, le wasabi français, quoi. C'est une plante de la famille des choux. Qui fait des siliques, les graines comme ça, c'est des siliques, ça fait comme les graines de moutarde et tout. Il y a des petites graines là-dedans. Et c'est une plante de la famille des choux, mais qui a un goût d'ail, la lierre, un peu comme dans son nom l'indique. Et voilà la feuille, je vais pas vous la décrire en fait, je vais juste vous montrer la feuille. C'est plus simple, voilà, retenez cette feuille-là, un petit peu en forme de cœur, avec des petites pointes sur les côtés. Je vais pas utiliser de mots scientifiques sur ma chaîne, hein, c'est un peu, voilà. Et si vous la frottez un petit peu, ça sent très fort l'ail. Et un petit peu le chou. Là, il y a des petites fleurs blanches. Là, c'est la fin. Hein. Les fleurs se transforment ensuite en graines, en silique.
Voilà, et les petites feuilles, c'est les moins amères. Alors c'est une plante qui a une petite amertume. Je cueille rarement des plantes qui ont une amertume parce que contrairement à la croyance populaire, il y a très peu de plantes. Enfin, en tout cas dans les plantes comestibles que j'utilise, il y en a très peu qui sont amères. Mais celle-là est quand même intéressante parce que le goût d'ail prend le dessus sur l'amertume. Alors elle se mange crue, mais pour la recette, on verra plus tard dans la vidéo, quand on sera posé, je ferai un petit pesto d'alière. Et c'est une plante qui pousse toujours proche de l'humidité. Comme vous le voyez, là, il y a beaucoup d'eau. Ah, Tony m'a pas attendu, évidemment. Mais il sera très content de manger du pesto. En fait, je pense que l'école fait le contraire de ce qu'elle devrait. C'est-à-dire qu'au lieu de nous inciter, d'éveiller notre envie d'apprendre, qui d'abord est naturelle, hein. Tout enfant a envie d'apprendre quand il naît. Déjà d'apprendre à marcher et tout ça. Et en fait, au lieu de nous donner envie d'apprendre en continu dans notre vie, elle fait le contraire. Elle tue l'envie d'apprendre, quoi. Elle rend ça douloureux, elle rend ça difficile, elle rend ça désagréable. Alors qu'il n'y a rien de plus agréable que d'apprendre des nouvelles choses chaque jour, quoi. Et c'est complètement dingue ce que l'école fait à nos cerveaux dans l'enfance. Moi, ça m'étonne pas que les instituteurs et les institutrices, qui à mon avis sont pleins de bonnes intentions et ont envie d'ouvrir les enfants à l'apprentissage, font en réalité beaucoup, enfin très souvent des dépressions et des burn-out parce qu'ils se rendent compte que ce qu'on leur demande c'est de faire exactement l'inverse. L'inverse, à savoir rendre les enfants éteints, rendre les enfants sages, rendre les enfants disciplinés. Et cette rigidité est complètement incompatible avec l'imagination, avec l'envie d'apprendre, avec l'envie d'observer, avec l'envie de prendre le temps, genre cette rigidité des horaires, quoi. À quel moment on met des horaires à des gosses de 3 ans et demi à l'école? C'est trop bizarre, alors qu'à cet âge-là, ils ont juste besoin de dormir et d'observer, de jouer, quoi. En fait, ça tue l'enfant intérieur avant même qu'il vive sa vie d'enfant. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression, je pense à peu près à l'âge de 10 ans, quand je suis rentrée au collège, j'avais 1 an d'avance, et j'avais l'impression que tout le monde se mettait à jouer un rôle. Et moi je me suis dit que je voulais pas jouer un rôle. Et bon, du coup ça a commencé ma vie d'associable, mais c'était pas négatif, j'avais assez d'amour-propre pour le vivre plutôt bien. Mais c'est vrai que c'était assez déconcertant comment d'un coup tous les enfants dont on avait déjà bien abîmé l'envie d'apprendre se sont mis à jouer des rôles sociaux trop bizarres et à mes yeux complètement dénués de sens. Donc voilà, moi j'ai jamais tué l'enfant intérieur et heureusement que j'ai une famille qui l'a un petit peu égayé dans mon enfance, que j'avais pas que l'école. Mais c'est vrai que je comprends où en sont les gens après tout le travail de déconstruction qu'ils ont à faire. Moi j'ai sûrement eu moins de choses à déconstruire parce que j'ai pas voulu étouffer cet enfant intérieur. Et le pire c'est que, bon, moi je me souviens de mon enfance, je me souviens des rêves que j'avais. Et il y a des gens qui s'en souviennent pas. Et ça c'est déjà dramatique, je trouve. Et il y a des gens qui ont aussi eu aucun rêve quand ils étaient enfants. Alors ça me fascine. Mais je crois que ça existe vraiment. Mais voilà, faut amener les gosses dehors et leur montrer la vraie vie, hein. Franchement, il n'y a que ça qui sauvera l'humanité. Bref, trêve de blablatage. C'est parti pour une journée sur le canal de Nantes à Brest. Une journée ou deux, j'en mettrai peut-être plusieurs. Allez, c'est parti.